J'ai souhaité soutenir cette manifestation parce que je me sens profondément concernée. Je crois qu'après le confinement et la crise sanitaire, on s'est rendu compte à quel point on était dépendant de la nature et à quel point, lorsque l'homme se porte mal, la nature, elle, semble respirer, aller mieux. Et ce constat, qui peut paraître évidemment triste et affligeant au premier abord, on se rend compte que c'est aussi la possibilité de changer des choses, en fait, de modifier ce qui nous apparaît comme normal et qui n'est pas du tout normal. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des consciences, il y a des gens, des agriculteurs, des éleveurs qui sont dans un autre mode, qui commencent, et le public le demande. Une des choses pour lesquelles je me bats le plus, c'est de remettre de l'humain dans tous nos rapports et au-delà de voir juste un produit sur un marché ou dans une assiette, il y a quelqu'un qui a une histoire à raconter et cette histoire, voilà, elle est clairement à prendre en compte. Il y a une recherche d'harmonie dans ce qu'on appelle un organisme agricole où chacun a sa place. Pourquoi c'est important d'avoir un réseau local? Parce que déjà économiquement pour nous c'est plus intéressant. Socialement c'est plus intéressant aussi parce qu'on a un lien direct avec les gens qui nous entourent. Il n'y a pas de dépenses d'énergie inutiles, les gens nous connaissent donc ils peuvent venir se renseigner sur nos méthodes de travail. Qu'on a besoin de savoir d'où ça vient et que ça fait vivre des gens autour de nous, même si on a souvent tendance à ne pas les voir ou à passer devant sans les connaître. Au-delà des questions santé et autres, c'est une question humaine aussi de faire vivre ces gens qui sont à côté de chez nous. On s'est rendu compte de l'importance qu'on ait des circuits courts d'alimentation. Et après, il y a le côté pragmatique de se dire que c'est pas vraiment la peine d'aller acheter des avocats ou des kiwis à l'autre bout du monde et qu'on peut très bien bouffer ce qu'on crée localement. Donc, c'est-à-dire que si vous allez dans un magasin, le raisin que vous trouverez en ce moment vient d'Afrique du Sud. Mais le problème n'est pas qu'il vienne d'Afrique du Sud, le problème c'est que les gens en achètent. Voilà. Parce que si les gens n'achetaient pas de raisin en ce moment, et qu'ils achetaient des fraises, des cerises et des fruits de saison, on ne ferait pas venir du raisin d'Afrique du Sud. Et s'ils ne mangeaient pas de tomates en hiver, les gens n'en produiraient pas. Nos choix alimentaires dépassent nos frontières en fait. Aujourd'hui, quand on sait qu'un Américain consomme 10 fois ce qu'un Français consomme et qu'un Français consomme 5 ou 6 fois ce qu'un Malien consomme, eh bien il faut qu'on diminue notre consommation de telle sorte à ce qu'on partage mieux les ressources. Le système alimentaire, c'est les agriculteurs, mais c'est aussi la manière dont on consomme, la manière dont les aliments sont transformés, la manière dont les aliments circulent. Donc la chaîne de responsabilité, elle n'est pas du tout qu'au niveau des agriculteurs, elle est vraiment collective au niveau des consommateurs. Mais on voit encore des melons du Maroc au mois de mars, alors qu'on ne les a pas encore semés. Et je les vois passer au marché avec leurs melons, et c'est quand même incroyable, quoi. Si on mange de la viande produite en France, mais dont la nourriture vient du Brésil, bah oui, indirectement, on va participer à la déforestation. Quelle valeur redonner à l'alimentation, quelle valeur redonner à la production des aliments, au niveau, notamment au niveau des consommateurs et de ce qu'on est prêt à y mettre. c'est-à-dire que le public, il n'a plus envie de glyphosate, par exemple. Et le consommateur n'en veut plus. Proposer autre chose, tu vois. À la limite, il y a 30 ans, on ne savait pas. Moi, mon père, à une époque, il mettait du Roundup. Il écoutait la pub et il disait, mais on peut le boire. Parce que dans la pub, ils te disent que c'était le Roundup, le glyphosate, on peut le boire, c'est génial. Tu fais pchit, ça tue tout et tu peux le boire. Donc c'est le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Il y a des alternatives qui se créent. Comment est-ce qu'on peut trouver la matière organique, non pas dans des engrais liquides, des engrais minéraux ou même des engrais en bouchon, en bio, mais plutôt de la matière organique locale. Donc comment est-ce qu'on réfléchit avec ceux qui produisent des déchets que nous, on peut valoriser sur les fermes ?
un impact de l'agriculture bio est beaucoup plus faible que l'agriculture conventionnelle. Par exemple, l'utilisation de fertilisants de synthèse en conventionnel émet des gaz à effet de serre beaucoup plus importants que l'utilisation de fertilisants issus de fertilisants organiques, donc issus de plantes ou d'autres élevages. Après, il y a la pollution des eaux par tout ce qui est les résidus de pesticides qu'on retrouve de partout. On aime bien voir, vous allez en Bretagne, les algues vertes. Je veux dire, c'est une honte, c'est un scandale pur. Je veux dire, le fait que les nappes phréatiques soient complètement pourries à peu près partout et qu'on ait que chacun dans nos cheveux et dans nos cellules, on ait des pesticides, ça vient de cette agriculture-là. On en mange beaucoup trop. Ça a plus de valeur. Les gros élevages intensifs, c'est pas du tout dans nos prérogatives à la conf, parce qu'on pense qu'au-delà du fait que très certainement il va y avoir une incidence sur la pollution avec les effluents d'élevage, etc. C'est pas un modèle économique qu'on défend, nous. Si c'est un élevage vraiment dit un peu hors sol, qui du coup nourrit avec des aliments qui viennent de l'autre bout de la planète et qui en plus sont issus de la déforestation de la forêt amazonienne, c'est là où c'est problématique. Moi j'aimerais un cochon qui ne mange pas de protéines d'Amérique du Sud, qui deviennent gros en mangeant du petit lait, les céréales de ma ferme, un peu d'herbe et potentiellement qui puissent vivre dehors. Et après, il y a toujours la question du bien-être animal, c'est-à-dire si c'est des bêtes qui ne sortent pas du tout. Nous, en bio, c'est important pour nous que les bêtes sortent. Ça fait pas envie, moi j'ai pas envie de ça, quoi. J'ai pas choisi de faire ce boulot-là pour me dire qu'il y a certains de mes animaux qui sont dans 2 mètres carrés, plus ou moins dans le noir, dès qu'ils toussent, ils ont une piqûre de pénicilline, ça me fait pas rêver, quoi. Les bouchers, par exemple, aujourd'hui, les 3/4 des bouchers, ils appellent une centrale et ils disent « je veux 2 avant, 2 arrière ». Tu coupes la vache en 2 et devant, il y a grosso modo, il y a le pot-au-feu, les morceaux les moins intéressants, puis derrière, il y a les beefsteaks. Avant, les bouchers, ils allaient dans la ferme, ils allaient choisir leurs bêtes chez les éleveurs. Alors, Faune, tu les reconnais? Oh bah oui, elle, c'est une des meilleures. Toutes ces vidéos sur les abattoirs, etc., ça a quand même fait du bien au monde agricole, parce que les animaux, c'était devenu une denrée comme une autre, un objet, quoi. Et aujourd'hui, il y a des éleveurs qui accompagnent leurs animaux sur la chaîne d'abattage. C'est eux qui mettent à mort les animaux, qui les saignent, etc. Ils assument jusqu'au bout. Les paysans ou les éleveurs qui sont soit dans le bio, soit dans l'agroforesterie, etc., sont des gens qui ont souvent le sourire, parce que leur travail est gratifiant. Et en plus, ils gagnent mieux leur vie parce qu'ils ne sont plus dans la surenchère des investissements et de la corde au cou, du crédit agricole et du reste. Ces gens-là, ils se posent des questions, ils se créent des défis et ils existent au travers de ça. Il y a des agriculteurs qui sont engagés, d'autres un peu moins. Et là, le but, en fait, c'est de faire travailler les agriculteurs sur le climat et travailler avec eux en les accompagnant. Et il y a pas mal d'agriculteurs effectivement qui sont intéressés par du changement de pratique pour plein de raisons. Ça peut être économique, ça peut être technique, ça peut être social. Alors bien sûr, tout le monde ne change pas, il y a de la résistance au changement. Il faut que les filières ou les politiques publiques accompagnent le changement agricole. Donc c'est pas si simple de changer de système, mais voilà, il y a plein de manières d'y arriver et de commencer à prendre des chemins qui font changer les pratiques. Ça oblige à remettre tout en question, en fait. Tout le schéma de pensée qu'on avait, toutes nos connaissances, et donc à se former, à rencontrer du monde et à oser, quoi. En fait, avec notre expérience, on a appris à désapprendre ce qu'on avait appris à l'école et à réapprendre des méthodes qu'on a choisies et qui marchent. Du coup, le principe, c'est que l'hiver, le soleil est bas, il vient taper dans les vitres, il vient taper dans les bidons qui sont remplis d'eau, 10 mètres cubes d'eau qui chauffe la journée jusqu'à 28 degrés, et la nuit, la chaleur est restituée, et du coup, elle est donnée pour moins 20 degrés à l'extérieur et 2 degrés à l'intérieur. Voilà. Du coup, ça permet d'avoir des plants précoces. Le raisin qui est au-dessus de vous, là, il est mûr, on en mange déjà depuis 15 jours. Et ça coûtait 10 000 €. Tous les projets comme nous, on n'est pas trop aidés. Il y a beaucoup de choses qui bougent dans l'agriculture
Et je pense qu'elle a de beaux jours devant elle, avec de l'humain, de la bonne bouffe. Et voilà. En termes d'occupation de l'espace, plus l'élevage il est gros, ça ne veut pas dire que plus il y a de personnes qui travaillent dans la ferme. Il y a un effet mécanisation, modernisation. La ferme des 1000 vaches, par exemple, c'est très très peu de gens qui y travaillent. Il y a plus d'emplois créés avec de l'agriculture bio que de l'agriculture conventionnelle. Donc pour une société avec plus d'emplois, c'est quand même plus intéressant pour l'économie et aussi une meilleure rémunération des agriculteurs. Quand on dit « mon Dieu, l'économie s'écroule », mais l'économie c'est une invention humaine, c'est une fiction. Donc on peut adapter nos systèmes sociétaux à tout ça. Et ça s'appelle de l'utopie par exemple, et on en a besoin. Et c'est les grandes utopies qui ont amené aussi à des évolutions. Et on se rend compte par contre qu'on est envahi par du superflu, des choses dont on n'a pas besoin, alors que l'essentiel vient à manquer. L'argent par exemple, ça ne fait pas manger. Donc aujourd'hui il faut reprendre la valeur des choses, se dire on doit bouffer, on doit cultiver, on doit vivre. Déjà il faut se réguler aussi, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir arriver à 10 milliards. Est-ce que la planète, est-ce que la vie vaut moins que cette valeur Donc l'argent n'existe pas. L'apparition du virus est un phénomène tout à fait naturel de régulation de la population humaine qui est trop nombreuse aujourd'hui. Parce que 7 milliards d'individus sur la Terre, c'est trop. On consomme trop de ressources. On n'est pas capable d'avoir une résilience alimentaire, une autonomie par rapport aux ressources qui existent sur la planète. Il faut avoir conscience que tous les humains sont sur la petite boule. La crise sanitaire, nous écologistes, on savait qu'elle allait arriver. Plus on densifie, plus on a des problèmes de santé. Cette crise sanitaire, évidemment, a mis en valeur, a montré l'importance de la production locale. On s'est bien rendu compte qu'on avait absolument besoin d'avoir des ressources alimentaires proches. Tu as vu le coronavirus, où là ça craignait, on arrête tout, tant pis l'économie on verra bien, on crée, on fait marcher la planche à billets, on fait des dettes et tout. Mais le réchauffement climatique, les problèmes que ça va engendrer dans 5, 10, 15, 20 ans, c'est d'il y a 20 ans, donc on s'en fout et on continue à aller dans le mur. Alors c'est fou, parce qu'il n'y avait plus d'avion depuis longtemps. Là on parle, on entend un avion, mais c'est pas un gros, c'est un petit. C'est-à-dire que ça c'est quelqu'un qui se promène et toute la vallée en profite. On peut très raisonnablement penser que le climat va être la principale menace auquel nos systèmes agricoles et alimentaires vont être confrontés dans les prochaines années. Il y a des années très difficiles, surtout avec le climat qui devient de plus en plus difficile, avec des sécheresses, avec des grosses périodes de pluie. Et c'est assez fabuleux de voir à quel point l'être humain est incapable d'anticiper sur l'avenir. Il faut prendre des décisions radicales. Quand on voit les résultats des élections municipales, des grandes villes qui basculent et tout ça vers l'écologie, c'est une très très bonne nouvelle. Le pouvoir politique est un pouvoir réel. Ce que les citoyens ont compris, c'est que le pouvoir local aussi, en élisant des maires verts, est aussi primordial. Donc le pouvoir est dans les mains des politiques dans nos sociétés, donc c'est quand même important. Mais les citoyens et l'esprit, on va dire, global, poussent les politiques à prendre des décisions. Qu'est-ce qu'on fait de la biodiversité ? La biodiversité, c'est-à-dire la diversité des espèces animales et végétales qu'on trouve autour de nous, la diversité génétique de ces espèces, c'est pas simplement les petits oiseaux qui nous enchantent, etc. Non, la biodiversité, elle nous nourrit, elle nous protège contre les aléas climatiques. Elle nous soigne. Dans la sélection, la diversité, c'est vachement important. Et comme on est en train de vachement spécialiser les races, on est en train de massacrer ça. Moi, d'avoir des vaches petites, grandes, grosses, maigres, je m'en fous. Qu'elles aient pas toutes la même robe, je m'en fous. Parce qu'au final, elles sont adaptées à chez moi. Celles que je vais garder, soi-disant c'est rationnel, on nous fait croire que c'est rationnel, mais ça l'est pas. Tout ce qu'on peut garder au niveau biodiversité. Il y a une telle biodiversité et on a perdu tout ça. Il y a un gros travail à faire là-dessus. On incite les gens à cultiver la biodiversité. Il faut qu'on apprenne à cohabiter pour que, en fait, la biodiversité reste dans les domaines agricoles. Voilà, parce que la diversité, l'interdépendance qui crée cet équilibre naturel est aussi vivant chez les hommes que chez les plantes et les animaux. Et cette biodiversité,
elle nous émerveille tous les jours. Elle nous inspire depuis des millénaires. Il faut préserver les sols. Il y a un axe de développement très important au niveau justement de la fertilité des sols et comment on protège nos sols pour protéger le climat. Replanter des haies pour faire des zones d'ombre, pour protéger, faire des petits bosquets pour que l'herbe soit moins impactée par les périodes de sec, quoi. Il y a aussi tout ce qui est implantation d'infrastructures agroécologiques, comme les haies, les arbres, ou les garder tout simplement, les maintenir dans les champs quand ils y sont. Quand il y a une canicule, si on a des arbres, on a de l'ombre. Si on a des arbres, l'eau est maintenue à certains endroits. Si on a des zones humides, si on a une sécheresse, ces zones humides, elles vont restituer l'eau lentement. Et s'il y a une inondation, eh bien ces zones humides, elles vont absorber comme une éponge ces inondations. Cultivez votre jardin. Arrêtez d'imperméabiliser les sols. Arrêtez les pesticides. Posez des nichoirs pour les oiseaux. Apprenez la botanique. Laissez l'herbe. C'est pas la peine de la couper en permanence. Laissez un peu d'herbe pour que les insectes puissent trouver à manger. Il y a un vrai travail philosophique à faire. Et quand on respecte les gens, ils sont vachement valorisés par ça et ils te respectent. Ça a un côté infini, cette nature. Donc évidemment qu'il faut la respecter parce que si tu ne la respectes pas, tu disparais avec elle. C'est grâce à du travail collectif que de belles idées émergent. Donc on a tous besoin des uns des autres et je crois que c'est un peu comme s'encorder tous ensemble pour gravir un sommet. La stratégie de pointer du doigt ou les agriculteurs qui ne font pas comme il faut ou les consommateurs qui ne font pas comme il faut, c'est absolument contre-productif. On est toujours le connard de quelqu'un. Moi je suis le connard par rapport aux éleveurs, voilà. On est toujours le connard de quelqu'un, donc il faut que les deux connards en question, ils se retrouvent en face et qu'ils discutent. Les écologistes sont obligés de se rapprocher des agriculteurs et réciproquement, et que la guerre de tranchées qui sévit aujourd'hui entre ces deux couches, il faut absolument qu'elle s'arrête. C'est indispensable pour les uns et pour les autres. On a besoin de reformuler une alliance. Je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de se mettre vraiment au service de la Terre, de retisser des liens profonds avec elle et puis aussi de retisser des liens tous ensemble. Et c'est pour ça qu'une journée comme celle-ci est vraiment importante. Donc il faut recréer ce lien non ouvert de proximité pour que les éleveurs et les agriculteurs se sentent dignes dans ce qu'ils font et respectés par les consommateurs. Donc là, il y a un boulot énorme et là, pareil, dans ce que vous faites, c'est fabuleux. Je crois que votre manifestation, elle doit être l'occasion de ce dialogue constructif, positif, serein, pour que les uns et les autres, on s'en sorte et qu'on arrive à la transition écologique en agriculture et dans le domaine rural. Alors je souhaite à tous les participants de votre rassemblement de se rendre compte de ces idées-là, de faire la paix avec la nature, avec les agriculteurs, et puis on va s'en sortir. Le temps des gens. Some